Le Carré-Rond, saison 6, épisode 2. Après, en fait, nous sommes sur un retour d'un congé pascal. Et en fait, on a pris une petite semaine. Ce beau Brumel basané que vous voyez avec moi, c'est bien sûr ce cher Steve Sauvé, le Tabaslac, qui revient, comme certains diraient, des tropiques. Alors, j'espère que ça va bien, mon cher Steve. Et avant que je te cède la parole, et pardon, vous avez évidemment remarqué l'absence de notre cher GC, G-Central, qui lui-même est en congé. Donc, voilà. On lui en souhaite un bon et tous les joyeux lurons se retrouveront la semaine prochaine. Donc, il y aura pause cette semaine. Ce que ça signifie, c'est que oui, il y aura pause de Scrap-A-Mania. Mais on a... je parlais avec toi, Steve. On disait hors d'onde tantôt que c'est relativement tranquille. Hein? On est sur le ressac un peu de Mania. On va, dans cet épisode-ci, là, on va un peu se remettre à jour. Là, on va dire ça comme ça. Là. De ce qui s'est passé depuis Mania. Mais avant, parle-nous un peu. T'as-tu eu du beau temps, toujours? Hey, j'ai eu du beau temps, Martin. C'était assez incroyable. La journée qui a fait le plus froid, là, il faisait 31. OK. Fait que là, officiellement, tout le monde a envie de te dire maintenant ta gueule. Ouais, c'est ça. Mais non, mais le plus important, c'est que t'en aies profité, là, puis ça fait toujours du bien un peu changer d'air, là. Ah, effectivement. Puis le plus important, Martin, il faut que je le compte. Vas-y. Lundi, je suis arrivé à Cuba. On prend notre chambre d'hôtel. Puis moi, je sais pas pourquoi, j'ai le réflexe quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, j'ouvre la TV. C'est tout en espagnol, je comprends absolument rien. Mais Monday Night Raw joue à télé. Ben non. Oui. Ouais, c'est la seule épisode américaine que j'ai pu pogner, c'était Monday Night Raw. OK, bon, ben. Fait que t'as pas perdu le beat, dans le fond, là. Tu sais ce qui s'est passé la semaine passée, puis tout, là. Écoute, pour être franc, j'ai pas tout écouté, là, parce que j'avais deux demoiselles avec moi, là, ma femme puis ma fille, qui eux autres avaient le goût de faire d'autres choses, certains, là, à Cuba, que d'écouter Raw. Ouais. Mais, écoute, je suis pas mal à jour, on va te dire. OK. Ben, justement, tu sais, c'est comme je disais tantôt, tu sais, évidemment, il se passe des choses tu sais, on dirait, là, comme là, tu sais, comme je disais tantôt, on est un peu sur le rebound tu sais, il va y avoir ce qu'ils appellent maintenant WrestleMania Backlash. Il va... là, la AEW est un peu en train d'asseoir un peu toutes ses storylines et tout ça. Rien pour être bien plus de bonne humeur, honnêtement. Là, on va en parler tantôt. On va passer d'un segment à l'autre. Mais, fait que ça. L'autre affaire, écoute, je le dis plein de fois. Je passe mon temps à le dire que je veux donner plus d'attention à Impact Wrestling. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça m'adonne presque jamais. Puis, tu sais, on a déjà comme quoi 7-8 heures de lutte à écouter par semaine, c'est pour faire le show. Fait que je suis bien désolé. Là, je suis pas, c'est clair que je suis pas autant à jour que je devrais. Je sais qu'il y a un pay-per-view qui s'en vient. Je vois les publicités passer là, sur les réseaux sociaux, mais c'est ça. Fait que regarde ce qu'on va faire. Check bien ça. Ce qu'on va faire, là, Steve, on va faire une très, très courte pause, juste pour changer de segment. Puis on va rentrer officiellement dans les actualités tout de suite après ceci. Bon. Fait que là, évidemment, on s'abreuve un peu tous aux mêmes sources. L'avantage de regarder ou d'écouter le Carré-Rond, c'est que vous savez ce que nous autres, on en pense. Puis là, quand on faisait le round-up un peu des sujets qu'on était pour aborder cette semaine, bon, tu sais, il faut expliquer quelque chose, OK? Les dirt sheets, là, tu sais, au départ, c'est des business qui présentent des affaires sur des sites web pour vendre de l'espace publicitaire pour que vous cliquiez dessus puis que vous en achetiez. C'est de même qu'ils font de l'argent. Fait que là, ben, la première nouvelle, ça n'en est pas une. De dire que la WWE aimerait ça rapatrier FTR, c'est à peu près comme de dire ça, que les Canadiens, ils regardent dans le passé, puis je sais pas, moi, ils auraient préféré drafter Mario Lemieux que Keith Acton, ou que Doug Wickenheiser. C'est la même affaire. Il n'y a pas de nouvelles là. Par contre, la vraie nouvelle, c'est que peu importe que ce soit vrai ou pas, FTR, c'est actuellement la meilleure équipe au monde. Dans toute fédération confondue, aucune question à se poser là-dessus, Steve. Ben, moi, je pense
oui, c'est la meilleure équipe au monde, suivie de très, très près par les Briscoe Brothers. Là. Mais ces deux-là et la troisième équipe, il y a tellement de marge, Martin. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Écoute, puis qu'est-ce qui est le fun qu'on soit en train de dire ça, Steve, là, c'est que c'est la meilleure équipe, puis on a un feeling de old school quand on les regarde. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, moi, j'ai l'impression de regarder la nouvelle version d'Arn Anderson et Tully Blanchard. Ben ouais. On est, mais pas Four Horsemen, vraiment Brainbusters à I. Oui, exactement. Fait que, exactement. Des belles machines de lutte, bien huilées. Mais présentement, oui, la WWE, quand ils voient sa division tag team, ils doivent se mordre les doigts en se disant, écoute, on les avait chez nous, mais puis c'est une des causes que je pense que les FTR ne reviendra pas tout de suite à WWE. Ça serait l'équivalent que la E avoue qu'ils ont fait une erreur. Ouais, ben tu sais, regarde, ils ont déjà... Non, ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est vrai. Sauf que, tu sais, en même temps, je veux dire, tu sais, peur d'admettre que t'as fait une erreur. C'en est une erreur, tu sais, je veux dire, regarde, à partir du moment que c'est clair et net et précis que c'est une erreur, ben écoute, répare-la, tu sais, je veux dire, parce que là, tu sais, là, c'est quoi la problématique que je vois qui se produit? C'est que, je te parle de la I, là, c'est que, OK, mettons, on fait le portrait. T'as les Usos, t'as RK Bro, t'as Street Profits, puis t'as Alpha Academy. C'est ça tes 4 équipes, c'est ça ta division. Il y a les Old Dogs, je sais plus trop quoi, là, avec... Les Viking Raiders. C'est ça, là, tu sais, il y en a d'autres, mais je veux dire, ils sont pas dans des programmes actuellement, ils font pas partie de storylines importantes. Tu sais, on dirait que toutes les équipes qui restent, là, ils servaient à jobber pour Omas, là, avant Mania. Ah, ben oui. Puis là, je sais où ce que on risque d'aller, puis je vais y aller. Ouais. Ça fait une équipe A, B, C et D. Bon, continue, Steve. J'ai eu un petit glitch de mon côté technique. Fait que t'es rendu à... Je sais où ça va aller, fait que je vais y aller. Mais, ben, je vais y aller. Là, présentement, ce qui est pour le domaine par équipe à WWE, équipe masculine, on a 4 équipes, fait que ça va être du A, du B, du C, du D. Puis, ça va être la poutine traditionnelle. A contre B, C contre D, A contre C, B contre D, A contre D. Tu sais, on est habitué. Je pense que même WWE sont confortables là-dedans, eux autres. Ben, c'est la recette depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est comme... Écoute, je veux pas repartir là-dessus parce que je veux pas qu'on soit plate puis, tu sais, ruminer puis radoter. Mais, tu sais, moi, c'est une recette que je considère qu'il n'y a plus aucune efficacité. Parce qu'on le sait que ça va être ça. Puis là, c'est encore pire. C'est ça qu'ils font avec les filles, en plus. Tu sais, c'est la même affaire, c'est la même recette. Ben oui. Fait que moi, aussi, je voulais en venir tantôt, quand je disais que, tu sais, effectivement, c'est un peu redondant, plate, appelle ça comme tu veux, ben, c'est que invariablement, ce qui pourra pas ne pas se produire, selon moi, c'est que... Puis, attends, dans mon point, c'est que là, en plus, t'as 2 fois 2, t'as Babyface puis Heel en double. OK? Fait que ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'utiliser un heel turn à moins que ce soit un double turn. T'sais, fait que, un soir, Street Profits devient heel puis Alpha Academy devient face. C'est impossible que ça arrive. Ça se produira pas. Fait que là, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es limité. Fait que moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà du fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée pour l'AI parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'admettre une erreur, faut que tu emmènes une 5e équipe là, pour venir fucker la patente. Là. Parce que là, à l'interne, on dirait pas que tu l'as. Là. Fait que là, t'es pogné avec ABC, DEFG pendant des semaines. Là. C'est ça l'affaire. Là. Ben, surtout qu'on s'entend-tu que les Usos, jamais ils vont aller clean tant que Roman va être
bad. À moins que tu veuilles feuder contre lui, tu sais, que je sais-tu, moi. Tu vas dire de quoi d'épouvantable? Moi, je m'attendais... M'a dit de quoi d'épouvantable, Steve. Excuse-moi, là, je t'ai coupé. M'a dit de quoi d'effrayant, là. OK? À l'heure actuelle, là, le seul game changer qui peut se passer, là, en ce moment, à la I, là, c'est de savoir qui va rentrer dans la faction à Edge. C'est la seule affaire qui pourrait te faire te dire « Ah bon, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? » C'est la seule affaire. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule chose, puis je pense que je l'ai trouvé. Tu penses que c'est Finn Balor? Je pense que j'ai trouvé ça, moi. Moi, je pense que ça va être Finn Balor, puis ça va être en Demon. Ben ouais, c'est ça qui pourrait ressortir le Demon. Fait que là, faut que t'emmènes... Austin Theory, nouveau... Oui. On peut plus... Austin Theory, nouveau champion US. Excuse-moi, on peut plus dire Austin Theory. C'est Theory à cette heure. Ah, c'est Theory à cette heure. Ouais, il n'y a plus de Austin. Bon, ben Theory, nouveau champion US. Puis moi, je me dis, écoute, c'est-tu à la fin de Finn Balor ou bien Finn Balor s'apprête à rejoindre le clan de Edge? Ben moi, je pense que... Non, je vois même pas... Vas-y. Je vois même pas son intérêt à Balor d'être là. Non. Moi, je pense que Finn Balor est arrivé à un endroit dans sa carrière où est-ce que là... Tu sais, parce qu'il y en a eu un heel turn, mais son heel turn, il a été à NXT. Oui. Fait que là, il est temps qu'il le fasse à Raw. Non, ça fait du sens. Puis là, tu vois, tu viens nous scraper la seule potentielle surprise qu'on était pour avoir. Mais, changement de sujet, je passe d'un peu du coq à l'âne. Dans les nouvelles aussi dont on parlait. Écoute, c'est JC qui m'a garoché ça. Puis là, il y a du monde. On a nos Ribbers aussi qui sont là, qui sont avec nous autres sur Twitch. Là, JC a l'air de dire que lui, il trouve que ça... Puis là, je pars pas dans... vous savez que ce que je fais d'autre dans la vie, là. Je partirai pas là-dessus. Mais JC nous disait que c'est important qu'on parle du fait que Control Your Narrative, qui est la nouvelle Fed d'anciennement Braun Strowman puis de EC3, semblerait démontrer des tendances un petit peu QAnonistes et conspirationnistes. Et moi, je suis allé sur le site, j'ai dû aller checker, je n'ai pas creusé Dirt Sheet à pu finir. On va laisser JC nous en parler à son retour, mais effectivement, là, Freedom revient souvent, le narratif, évidemment. J'ai pas vu de référence précise à Kyo, mais c'est ça, là, ça donne un peu l'impression, reprends ton droit de t'exprimer, puis tout le kit. T'es-tu allé voir ça? Ben, plus ou moins, parce que il y a tellement de luttes maintenant que, on dirait que je fais mes choix, là, mais quand JC m'a dit ça, il nous l'a dit aux deux en même temps, là, il nous l'a écrit, puis moi, je me suis dit, ça me surprend-tu? J'ai fait comme, écoute, ils vont peut-être essayer de vendre un produit à une masse cible. Parce que, à un moment donné, moi, je compare tout le temps ça, que ce soit des salons de coiffeur, des restaurants ou de la lutte, à une tarte. Tu fais juste la diviser en plus petites parts, mais si tu vas chercher des nouveaux fans avec ce discours-là... Ou d'autres saveurs, ou en tout cas... C'est ça, ça peut être possible, là. Mais j'y souhaite que non, parce que c'est une saveur qui va être éphémère. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, on partira pas dans mode ménage du dimanche, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Est-ce que ça, c'est assez, tu sais, pour te permettre de driver suffisamment de paille de yeux sur une fédération de lutte? Regarde, c'est du marketing peut-être, là. Tu sais, je connais pas EC3 personnellement, là. Tu sais, son idéologie politico-géo-mondiale, là. Mais en tout cas, moi, je trouve ça... tu sais, présente un bon produit, présente des bons galas, trouve-toi un contrat de TV, puis présente des bonnes storylines. That's it. Ça va finir là. Hey, justement, parlant de bonne storyline, ben là, les deux sujets, ils n'ont pas rapport, mais ils en ont un, ils ont un lien ensemble, en tout cas. Je vais commencer par Alexa Bliss qui écoute, elle n'est pas contente. Bon, je suis pas content. Moi, je vais être à TV, moi, puis là, je suis pas à TV, puis c'est ça. C'est une grosse nouvelle, ça. Ben, écoute, elle, là, c'est qu'elle a tellement eu, en 2021, une grosse exposition, là, avec son affaire de poupée Lily, là. Puis, mais même avant ça,
The Goddess, là, pis tout, c'était une... Avant Bray, c'était une des filles les plus over. Elle était vraiment bonne sur le mic. Elle avait du heat en masse. Elle faisait des promos de gars. T'sais, elle arrivait à Cincinnati, puis elle disait que Cincinnati, c'est une ville de marde. Puis tu sais, là, puis quand je dis elle fait des promos de gars, je veux pas dire qu'il faut faire des promos de gars puis que ça soit bon. Là. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, là? Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, elle faisait des promos modernes d'aujourd'hui pour tirer du gros heat, là, tu sais. Ben oui! Puis même Becky Lynch, là, qui est arrivée pendant / et après, ben, Simonac, c'est ça qu'elle fait, là, souvent, là, tu sais, c'est toujours un peu sur le modèle qui fonctionne bien, mais Alexa n'est pas contente, Steve. Ben non, elle est tellement pas contente là, qu'elle a tout fait là, ce qui était possible pour être à WrestleMania 38, puis ça s'est pas concrétisé. Là. Ouais. Hey, elle a même été jusqu'à aller voir Vince McMahon, ça a l'air. Ouais. Moi, si je suis elle... C'est rare, c'est une bonne idée. Ouais, si je suis elle, je me questionne. Là. Écoute, là, même si tes requêtes envers Vince, en partant, ne va jamais voir Vince. Voyons donc. C'est ça. Tu sais, dans la vie, il y a des paliers, puis il y a des marches, puis il y a des marches qu'il ne faut pas que tu montes. Puis je pense que d'aller dans le bureau de Vince, ce n'est pas une bonne idée. Tu sais. Vince, là, il y a 3 affaires qu'il n'aime pas. Les gens qui éternuent, les fumeurs, puis que tu ailles broyer dans son bureau. Ah non, hey, c'est clair, là. C'est clair. Puis, hey, écoute, moi, là, je peux vous confirmer que c'était le vrai bureau de Vince McMahon qu'on a vu. Ben oui, avec puis avec le T-Rex sur le mur. Puis ne soyez pas surpris si c'était la première fois que Seth Rollins rentrait dans le bureau de Vince McMahon. Non, son bureau. Non, c'est ça, son bureau, on l'a vu souvent. Écoute, moi, pendant le congé pascal, je me suis retapé les WWE Treasures, là, machin, là, en tout cas, la chasse au trésor. Tape à cela que c'est bon. C'est vraiment bon. Moi, j'ai adoré ça. J'ai appris plein d'affaires. C'est vraiment cool. Puis là, la semaine prochaine, je vais commencer ça cette semaine. Pas mal d'affaires en même temps là, de mon bord, mais je vais commencer à faire une petite revue de la nouvelle série qui est censée être exclusive à Peacock. Par rapport au network, c'est la série Evil, en fait, qui est produite. Le producteur exécutif de ça, c'est John Cena. C'est une série qui va traiter exclusivement, tu sais, du rôle de heel à la lutte, du rôle de méchant. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis pourquoi je disais que ce sujet-là était lié avec le prochain? Ben là, c'est Bray Wyatt, il veut passer à la banque. C'est ça qui est après se passer. Là. Semblerait-il, selon les Dirt Sheets et Lutte Québec a repris l'histoire que Bray il attend le truck de la Brinks pour décider de où il va revenir. Mais c'est parce que là, plus t'attends, plus le truck de la Brinks va avoir les tailleurs usés. Là. Ben oui, mais il y a plus que ça, là, selon moi. Là. Puis ça, c'est Dave Meltzer là, qui a sorti cette nouvelle-là. Moi, si je prends en considération les contrats accordés à Kevin Owens, à Cody Rhodes, des choses comme ça, c'est quoi un salaire trop élevé? Donc, combien qu'il demande Bray Wyatt? Ben, tu sais, c'est parce que l'affaire avec Bray Wyatt là, qui se passe, là, c'est que si on est honnête, là, puis Edge, il est un peu rendu comme ça, tu sais. Edge, là, c'est un acteur à cette heure. C'est un acteur athlétique. Il est encore capable de faire ses moves dans le ring, mais il fera plus des 5-star matchs comme il a fait dans le temps des ladder matchs avec Christian puis les Dudleys tout ça. Fait que là, tout son succès va résider dans sa performance d'acteur-ish. Sa capacité de te vendre la storyline. Exactement. Puis là, tu vas arriver, tu vas avoir un match. Mon opinion, vous pouvez pas être d'accord avec moi, c'est bien correct, mais invariablement, ce que ça me donne l'impression que ça va faire, c'est que de ces matchs, on va souvent être déçus. Parce que ça sera plus le edge qu'on voudrait tout avoir. Sauf que là, le problème, c'est que, l'autre affaire, c'est que je trouve que ça ressemble trop à la gimmick de Malachi Black. C'est la même affaire. C'est les mêmes kits, puis ils l'ont fait. Je m'excuse, là, mais ils l'ont fait avant. Fait que, changez-moi ça, faites de quoi? Parce que là, même Brody King qui est allé dire sur Twitter, c'est comme notre stable à nous autres, mais que t'as commandé sur Wish. Puis les montres Damien Priest avec Edge. Bon, c'est même, non, mais Bray, moi, je parle. Moi, tu sais, là, il y a Bray Wyatt, là.
son parrain à lui dans la vie, c'est Barry Windham. Mm-hmm. Puis je me demande s'il n'est pas en train de faire un Barry Windham de lui-même. Ah, peut-être. Il va faire des runs, il va faire de l'argent, il va disparaître. Ouais, c'est ça. L'histoire veut que Barry Windham, c'était le genre de gars, c'est un des workers les plus talentueux qu'il y a jamais eu, là. Ça, tenez-vous là pour dire. Mais tu sais, c'était le genre de gars que s'il avait 15 000 $ en avant de lui, il pouvait sacrer son camp 3 mois, tu le voyais plus, tu sais, tout ça. Puis l'histoire a voulu aussi, vers la fin de sa carrière, qu'il se soit marié avec une femme très fortunée. C'était ça la rumeur qui courait. Oui, il était bien marié. Ouais, c'est ça, exactement. La mariée était bien maquillée, alors ça a l'air que, mais bon. Mais c'est parce que, aussi, je voulais en venir avec ça, Steve, c'est que pour moi, Bray Wyatt, c'est un peu comme Edge. T'sais, tout ce qu'il y a d'intéressant de Bray Wyatt, c'est pas le in-ring. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, Martin, c'est-tu juste ça que ça prend? Ben non. Je veux dire, Hulk Hogan, c'était pas un grand worker. Là. Sauf que là, moi, je pense que l'affaire, on appelle l'expression en anglais lightning in a bottle. Tu sais, quand quelque chose se produit organiquement, ben, c'est pas compliqué. Si tu veux que Bray Wyatt soit over dans une fed, ramène la Wyatt Family. C'est tout. Depuis The Fiend, puis tout, moi, j'ai toujours l'impression que depuis qu'ils ont décidé de canner cette storyline-là, j'ai toujours l'impression qu'ils ont essayé de reproduire la même frénésie que la Wyatt Family. Puis moi, la Wyatt Family, j'adorais ça. Moi, j'aimais ça. D'ailleurs, c'est le dernier chandail de la WWE que j'ai acheté. C'était la Wyatt Family. Oh, j'aimais la musique. J'aimais les Fireflies. Je trouvais ça écœurant. J'étais allé voir un Raw aussi, puis il était là. L'ambiance que ça faisait, puis tout. Moi, ça, j'aimais ça. Puis quand il est parti revenu, puis qu'il est revenu avec The Fiend, c'était plus pareil. Pour moi, je parle pour moi. Là. On s'entend-tu que ça a été mal fait, en plus, la fin de Fiend, là? Ouais. Corbin brûle, puis voyons donc. Puis là, tu sais, le vomissage de goudron, puis des affaires. Battez-vous, là. Réglez ça dans le ring. Fait qu'en tout cas, à suivre. Dans les autres nouvelles, là, il faut que je sois objectif, Steve. OK? Parce que je suis le gars, moi, qui fait un podcast à la lutte old school, puis qui dit... Arrêtez de ramener Goldberg. Arrêtez de ramener Undertaker. Arrêtez Hogan, sacrez-moi ça dans le garde-robe. Bon. Mais là, on a vu Nature Boy dans le ring avec Jay Lethal. Puis c'était vraiment, tu sais, vraiment sympathique. Tu sais, Nature Boy, c'est Nature Boy. C'est le mien. Écoute, moi, je l'ai toujours dit. S'il fallait... Je peux prendre n'importe quel worker à son pic. Il faut que je parte une fédération lutte. C'est Ric Flair que je prends. Aujourd'hui, dans le temps, avant ça, c'est lui que j'aurais pris. Fait que là, tu sais, c'est clair que j'irai pas vous dire ben, ça serait cool qu'il y ait un dernier match. Non. Pas en tout. Il n'y en a pas question. Mais mon cœur de fan s'est réjoui de le voir assez en shape pour bumper. C'est juste ça que je vais dire. C'était vraiment cool. Oui, c'était correct. Il prend un body slam. Tu sais, le gars, là, il va toujours savoir lutter. Il va tout le temps avoir une tête de lutte. C'est le corps qui ne suit plus, là. Ah non, c'est clair. Puis Chris, il n'a pas eu l'air si fou que ça. C'est ça qui est. Mais écoute, bien moins que Vince McMahon. Il n'aurait pas pu faire pire, anyway. Non, mais, tu sais, moi, voir Ric Flair, là, tu sais, moi, là, si je me ferme les yeux, là, moi, je vois Ric Flair faire son elbow drop sur son veston, puis c'est drôle, c'est le fun. C'est incroyable. C'est ça. Il est incroyable, c'est Ric Flair. Mais est-ce que je paierais un billet pour voir Ric Flair lutter demain? Non. Non. Je veux même pas qu'il y ait un spot. Je veux pas qu'il y ait un spot. C'est le contraire. Moi, je paierais un billet pour pas qu'il lutte. Ouais. Je serais prêt à y envoyer 20$. J'y enverrais le cash. Ric, chez vous. Là. C'est quoi à un moment donné. Là. Mais non, c'était le fun. Puis même Jay Lethal, je suis pas mal sûr qu'il a dû triper sa vie. Ah ben oui, c'est sûr ça. C'est clair ça. Non, moi, ça m'a pincé le cœur un petit peu, puis, tu sais, de joie, là, tu sais, de dire, ben, regarde, au moins, tu sais, ne serait-ce que pour des considérations de se tenir en forme, tu sais, s'il est capable de, tu sais, courir les cordes, puis, tu sais, bumper un petit peu, puis faire des hip toss, puis des affaires comme ça, ben, regarde, là, ça veut dire qu'il va bien, puis, tu sais, c'est ça qu'on veut, dans le fond, là, tu sais. Là, Steve, j'ai un dernier topo plus sérieux avant, mais avant ça, je veux te dire qu'est-ce que je suis en train de faire, tu sais. Moi, Mania,
Je les ai toutes vues 3-4 fois. Puis, tu sais, souvent, là, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais tu sais, moi, mettons, je suis en train de travailler, je fais du montage, je fais mes affaires de prod, puis tout. Souvent, là, on la voit pas en ce moment, tu sais, j'ai une grosse TV sur le mur en arrière de moi. Tu sais, ce que je fais jouer, c'est des Mania, tu sais. C'est comme ma trame sonore de vie, la lutte, là. C'est vraiment weird, là. Mais là, tu sais ce que j'ai commencé à faire? J'ai dit, là, Martin, Mania, c'est bien beau, là. C'est le quiz qui m'a fait penser à ça. Tu sais, quand t'as fait ton quiz, là, c'est ça que j'ai dit. Je connais ça, Mania, comme le fond de ma poche. Là. Je suis pas parfait, mais tu sais, je connais très bien ça. Mais je connais pas SummerSlam. Fait que là, j'ai commencé toutes les SummerSlam depuis 88. Ah, il y a des hosties de bons combats, là. Oui, il y a plein de grands moments qui se sont déroulés. Tu sais, quand que Brett gagne la IC Belt contre Kurt Hennig, c'était à SummerSlam. SummerSlam 92. Écoute, Ultimate Warrior en équipe avec Hogan contre Sergeant Slaughter, Iron Sheik puis Général Adnan. Il y a plein d'affaires vraiment vintage, incroyables qui sont passées. Puis tu sais, SummerSlam, c'est un peu plus gamique que Mania. Tu comprends? C'est sûr que tu as Survivor Series avec les 4 contre 4 qui finissaient plus, mais SummerSlam, oui, c'est le Mania de l'été, mais il y avait plus de tag matches. Il y avait plus d'affaires qui sortaient un petit peu du gros match, là, Brock contre Roman, puis whatever. Fait que je me fais du fun à côté, mon gars, je regarde ça, c'est sûr qu'il joue à journée longue. Puis je redécouvre, en fait, parce que c'est ça, je me suis fixé comme objectif, tu sais, de maîtriser un peu mieux l'historique parce que je veux faire des chroniques avec, c'est ça l'affaire. C'est que je veux faire des reviews de pay-per-view. Un peu comme ceux qui le connaissent, moi j'aime beaucoup Brian Zane, là, Wrestling with Regret, il fait ça, lui il fait des reviews de pay-per-view, puis c'est les patrons qui disent lesquels, ils votent pour savoir quel review qu'ils veulent qu'il fasse. Puis ça, je pense qu'il y a de la place pour ça dans la francophonie, fait que puis il n'est pas dit qu'on les fera pas ensemble, puis qu'à un moment donné t'en feras pas une, là, c'est pas juste Martin qui va faire ça. Fait qu'en tout cas, je suis comme en gros mode SummerSlam, j'aime bien ça, puis je trippe ces vieux, là, je les trouve pas poches, là, comme tu sais, des Survivor Series avec des noms d'équipes 4 contre 4 quétaines au bout puis tout. Là, ça, oui. C'est moins... moi, Martin, longtemps, là, mon pay-per-view préféré, c'était les King of the Ring. Ah, ben ça, moi, ça, là, s'il y avait une pétition à partir, moi, ça serait, dans le monde de la lutte, là, ça serait ça que je partirais. Je dirais ramener King of... Mais parce qu'ils le font, là. Mais là, ils font un match par soir, puis blablabla. Ouais, c'est ça. Moi, ça, non. Moi, quand les... Tu sais, c'était un peu le même... Ben, c'était le même déroulement que WrestleMania 4, là. Ah, ben, moi, Mania 4, là, tu sais, dans toutes les listes des meilleurs Mania, 4, il est pas très haut. Moi, il est très haut. Ben oui, parce que j'ai vraiment aimé ça. Les King of the Ring, c'était de même. Puis une fois de temps en temps, moi, j'écoute des petits bouts de King of the Ring, là, mais pas, je te dis pas, j'ai mis tout en fond d'énorme. Mais moi, j'aime regarder les King of the Ring. Moi, je comprends tellement pas pourquoi ils ont arrêté cette formule-là. Surtout que, tu sais, oui, je comprends qu'il y a des risques de blessures, mais souvent, tu avais des matchs de 6-7 minutes. Tu sais, généralement, là, des matchs, tu peux en faire 3 de 6 minutes, ça va revenir à la même affaire qu'un 25. Pis, tu sais, c'était vraiment le fun à regarder. Moi, j'aimais ça. J'aimais vraiment, vraiment ça. S'il y a un pay-per-view à ramener, c'est lui. Ah ouais, King of the Ring, c'était écœurant. On a Guillaume qui dit SummerSlam m'a toujours fait triper. Peut-être même plus que WrestleMania. C'était en plein été, dans le temps qu'il y avait juste le Big Four de pay-per-view. Souvent, ça donnait des gros matchs qui avaient été longs à builder et qu'on avait hâte de voir. Ben, t'as bien raison, Guillaume, parce que c'était ça, le concept, c'était un peu ça. C'est que quand tu finissais Mania, le build-up, le slow burn, il se faisait pour SummerSlam. Fait que, tu sais, c'est déjà arrivé qu'à Mania, tu vois déjà le protagoniste de Hogan, puis que c'était pour mener vers SummerSlam. Fait que, là, j'ai un sujet, Steve, puis là, c'est vraiment les amis là, qui sont avec nous autres, c'est vraiment sans filet. J'ai pas parlé à Steve que j'étais pour parler de ça. J'ai pas besoin de nommer de nom, c'est pas l'idée de nommer du monde ou quoi que ce soit, mais tu sais, évidemment, on a reçu Jacques Rougeau il y a quelques épisodes et tout ça dans la saison 5. Puis moi, je considère que, tu sais, on a posé les bonnes questions, on a eu les réponses que Jacques voulait nous donner, tu sais, puis il s'est pas caché, puis ça a été les vraies affaires. Puis là,
ça me dérange un peu. J'ai comme le sentiment qu'il y a, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Lutte Académie. Tu sais, on sait que Jacques, en ce moment, en plus, il y a des problèmes de santé. Il est en attente de diverses interventions. Puis là, il faut qu'il passe des batteries de tests pour savoir si c'est-tu à cause de ci, puis à cause de ça, puis tout le kit. Puis là, j'ai comme le sentiment qu'il y a comme une espèce de mouvance sur le net de bâcher son projet, tu sais. Moi, je veux dire, c'est comme... Regarde, tu sais à quoi ça me fait penser, Steve? Ça me fait penser dans le temps à Patrice Brisebois. Il y avait 12 personnes qui le huaient dans la section Molson, puis ça finissait que le Centre Bell le huait au complet. C'est ça que ça me donne comme impression. Tu sais, moi, je vais être franc à 100%, là, puis je me ferai pas d'amis ici à soir, puis ça me dérange pas de pas me faire d'amis. Il y en a une gang qui, eux autres, espèrent que Jacques se plante parce qu'ils sont jaloux de ne pas avoir eu l'idée, les guts et l'argent pour le faire. Tu sais, là, ces mêmes personnes-là qui disent « Ah, c'est le fun, il y a plus que de lutte, plus que de visibilité », mais sont les premiers à, quand quelqu'un a une idée de même, d'y peser sa tête pour pas qu'il réussisse. Laisse le gars aller. Écoute, si t'as un podcast, whatever, puis que t'es capable d'y donner un coup de main, donne-y en un. Puis, écoute, au pire, si ça marche pas, là, tu diras, écoute, je le savais, ça pouvait pas marcher. Puis si ça marche, ben sois donc content pour les 4 personnes qui vont gagner, qui vont aller au Nightmare Academy. Factory, Nightmare Factory, ouais. Factory. Puis écoute, sois juste content. Au lieu de tout le temps bâcher sur quelqu'un. Ben, c'est parce que je trouve ça un petit peu... je trouve ça pas gratuit, mais je trouve... Tu sais, c'est normal que quelqu'un ait pas juste des amis d'envie. Dieu sait qu'il y en a du monde qui maïsse, là. C'est correct, là. Mais, tu sais, c'est comme... C'est correct, sauf que là, tu sais, ça dépasse la critique, je trouve. Ça me donne ce sentiment-là. Ça dépasse la critique. Tu sais, on peut-tu juste laisser le gars faire son affaire, puis après ça, en juger si c'est... Tu sais, on peut-tu juste donner une chance que si ça se produit, peu importe là, que le gars il a un stage rémunéré ou pas au Nightmare Factory, puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui met un 12 ça tempe aux athlètes qui vont décider d'adhérer à Lutte Académie, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui est allé chercher chez eux qu'un 12 coupé, là. Fait que là, on peut-tu juste laisser cette chose-là se dérouler? Si les raisons des détracteurs de ça, c'est autre chose, parfait, ça vous appartient. Je suis pas en train de dire que vous n'avez pas raison de pas le porter quelqu'un dans votre cœur. Mais, tu sais, c'est comme je dis souvent, là, puis je fais un peu de crossover, mais c'est comme je dis souvent sur MDD, moi, le monde que j'aime pas, je vais pas sur le badge. Tu sais, fais regarde, les gars. C'était mon petit éditorial. Ça me... Puis là, en plus, rajoute à ça que ça, j'ai assisté, vu ça se dérouler sur le fil d'actualité, pendant que le gars est à l'hôpital, tu sais, m'emmener, là, le gars, il peut-tu... tu sais, là, regarde. C'est clair, je l'ai vu, moi aussi. J'ai fait comme... Tu sais, puis est-ce que ça me surprenait? Non, ça m'a pas surpris. Moi, je suis pas là pour me dire à quelqu'un... Non, mais tu sais, je veux pas tomber dans... Je veux pas tomber dans tu sais, créer des beefs avec du monde. C'est pas ça. Je fais juste en parler comme je le vois avec mes yeux, tu sais. Je le sais pas. Tu sais, qu'est-ce que ça apporte à qui de faire ça puis de dire ça? J'en plein ça. C'est juste ça. Hey, Martin, je reviens de voyage, puis moi aussi, je t'emmène j'ai 2 petites places que je vais t'emmener. Ah ouais, la première, j'ai lu la trilogie au complet de l'auteur Nancy Thomas. Ça s'appelle « Entre les câbles ». OK. C'est l'histoire de Derek Asselin. Derek Asselin, c'est un adolescent qui aime la lutte. Puis, au travers la trilogie, il commence à faire de la lutte. Il y a des gens qui sont mis sur son chemin, tout ça. Et son but à Derek, comme tous les lutteurs au monde, quand tu es jeune puis tu commences, tu veux aller à la WWF.
Puis il vit certaines épreuves et tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. C'est une lecture qui se fait très, très bien. Puis c'est une trilogie sur laquelle j'ai pu travailler un peu parce que quand Nancy elle avait un bloc ou quoi que ce soit, elle m'envoyait un peu. Elle me disait hey, ça, Steve, ça se peut-tu pas ou whatever. Puis j'ai travaillé pas mal avec à 2 occasions sur son projet de trilogie. Nice. Moi, je le recommande à tout le monde. Ben, je viens de mettre le lien. C'est, en fait, Steve, je te rigueur Callis, c'est entre les câbles. Oui. Non, excuse-moi, c'est moi qui répète ton enfant. C'est dans les câbles. Dans les câbles, je m'excuse. Fait que j'ai mis le lien sur Twitch là, du tome 1. Fait que vous aurez le lien pour aller voir le tome 2 et 3. Mais hey, c'est super cool, ça. Je savais pas qu'il y avait quelque chose de... Je savais pas qu'il y avait il y avait des ouvrages, ben, même, je vais te dire pire que ça, francophones, à part, évidemment, Pat Laprade, Bertrand Hébert, puis c'est plus un contexte historique, mais romancé, c'est vraiment cool. Oui, c'est romancé, c'est vraiment cool. Puis Martin, écoute, j'ai envie de te parler de mes 3 prochaines fins de semaine. Ben ouais. Ça me vient, je vais être en action au 2800 route 343 à l'Assomption pour la IWA Québec. Le 30 avril, je vais être en action à La Lutte, c'est vrai. Écoute, pis ça, là, de ce que j'ai vu. Moi, là, quand le promoteur m'appelle, il m'envoie le poster, puis des affaires de même, je le partage une fois de temps en temps, puis tout. Mais le poster, c'est Jérémy Prophet, puis Aku. Wow! Fait que là, tu vas avoir un selfie qui a coup. C'est clair, puis... tu demanderas de te manger le nez. si Aku est là, écoute, je lui demande un numéro de téléphone, puis je l'invite dans le Coréron. Ah, ben là, écoute, un état. C'est sûr et certain. Puis le 6 mai, ben c'est le retour de la BCW à Sainte-Martine, au Vieux-Sainte-Martine. Je vais être là aussi. La lutte au Québec, présentement, connaît une effervescence comme j'ai rarement vu. Le public répond présent. C'est vraiment le fun. Des galas qui a des 3, 4, 500 personnes. La NSPW vend même plus de billets à la porte parce qu'ils sont sold out juste avec les billets de pré-vente. C'est incroyable comment la lutte va bien. Puis moi, je conseille aux gens, si vous voulez aller voir de la lutte, achetez les billets d'avance. Arrêtez de niaiser, achetez vos billets d'avance. C'est pas cher. C'est des, tu sais, souvent, ça va te coûter en bas de 20$ ta soirée. Je dis souvent, moi, la lutte, c'est le sport le moins cher à l'encourager parce que pour 20$, tu iras pas voir le Canadien de Montréal. Et juste le parking coûte plus cher que ça. Ben, juste la bière. Okay. Juste la bière. Hey, Steve, on fait une courte pause pour on va revenir avec ta chronique, mon cher. Tout de suite après ceci. Content de ce que tu vas discuter dans ta chronique cette semaine. Alors, je te laisse t'exécuter, mon cher. Ben écoute, Martin, aujourd'hui, comme je te disais, moi j'ai envie de parler d'un lutteur qu'on n'a justement pas assez parlé. Un gars qui provient du Canada puis qui a eu une carrière incroyable, mais que son nom dit malheureusement rien à plusieurs fans de lutte. Ben, encore moins son vrai nom, là. Encore moins son vrai nom. Tu sais, moi, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun Ken Shamrock, Mark Henry, Edge, Christian, Tess, Glenn Colga. Oui, c'est tous des lutteurs, mais ils ont tous été entraînés à un moment ou l'autre par un gars du nom de Léonce Cormier. Léonce Cormier est né le 29 juin 1948.
Puis Léonce Cormier a lutté à l'échelle internationale pour diverses promotions comme la World Wrestling Council de Porto Rico, la National Wrestling Alliance en Nouvelle-Zélande. Au Canada, Cormier luttait sous le nom de Leo Burke. Puis aux États-Unis, il luttait sous le nom de Tommy Martin. Ouais, puis quand tu dis c'est un Canadien, c'est important parce que là, Cormier, là, c'est un gars des Maritimes, là. C'est un gars des Maritimes. Au cours de sa carrière, Leo Burke a détenu rien de moins que 46 championnats. Plusieurs de ces championnats étaient des championnats par équipe parce qu'il luttait aussi avec ses frères, lui, en équipe, Leo Burke. La carrière de Burke est impressionnante. À Calgary, il a été impliqué dans des feuds majeurs avec Bret Hart. Comme c'est souvent le cas, Burke et Hart ils ont finalement uni leurs forces parce que le monde de la lutte est fait de même. Puis ils ont même fait équipe à Stampede Wrestling. Ça a été le dernier partenaire de Bret Hart avant que Bret signe pour la WWF. Si les plus jeunes ne se souviennent pas de Leo Burke, ben c'est parce que ça fait déjà 30 ans qu'il a mis un terme à sa carrière. Mais il est demeuré actif parce que, comme je disais, là, il a été entraîneur longtemps. Puis tantôt, on va pouvoir en parler. Il a également formé de nombreux duos à la World Wrestling Entertainment puis à la World Championship Wrestling. Cormier a participé également à des matchs de lutte occasionnellement là, lorsqu'il a pris sa retraite de la lutte. Puis, il est membre du temple de la renommée de la Stampede Wrestling. Il a été introduit par nul autre que Bret Hart. Pas juste ça, il est au Cauliflower, les clubs aussi, là, toutes les plus hautes reconnaissances, à part le Hall of Fame de Vince, il est dans la très grande majorité des cas, il est là. Léonce Cormier, là, il a commencé à faire de la lutte, lui, à 6 ans, parce qu'il a suivi les traces de ses frères Yvon puis Jean-Louis. On s'entend-tu que ça fait québécois, ça, là? Puis ce sont eux, dans les années 60, qui l'ont formé, puis qu'ils ont décidé qu'il allait devenir Leo Burke. Donc, il a fait ses débuts en 1966 pour la Central State Wrestling. Ça, c'est une filiale de la NWA. Puis il a remporté sa première ceinture le 11 octobre 68 en battant Bob Brown de la NWA Central State Heavyweight Championship. C'est Bob Brown, pour ceux qui, les vrais de vrais, là, son nom de lutteur, ça a presque toujours été Bulldog Bob Brown. Fait que, si vous voyez ce gars-là passer, là, c'est de ce monsieur-là qu'on parle. Là. Pas de Léonce Cormier, pas de Leo Burke, mais de Bulldog Bob Brown, là, qui a été, je pense qu'il a même déjà été administrateur de la NWA aussi. Ça peut juste être un worker. Là. Quelques jours après son premier championnat, il a remporté un autre titre, mais cette fois en équipe avec un de ses frères. Mais le règne a été de courte durée. Là, on parle de 7 jours parce qu'il a perdu sa ceinture face aux Texans Outlaw, qui étaient Dick Murdoch puis Dusty Rhodes. Ça, excuse Steve, parce que tu me l'as dit dans ma chronique, tu vas raconter plein d'affaires. Pour vous donner un exemple, parce que les Texas Outlaws, là, en fait, c'est quand Dusty Rhodes, c'est un gars du Texas, originalement. Là, il a terminé sa vie en Georgie, là. Mais les Texas Outlaws, Dick Murdoch, tu sais, quand on parle de Guy Lafleur, là, qui fumait des Dumorier puis qui avait 40 battements à minute après un effort, puis des affaires. Dick Murdoch, c'est exactement la même affaire. Sauf qu'il avait une petite bédaine, puis il était athlétique, mais il n'avait pas l'air d'un athlète. Quand les Texas Outlaws, avant qu'ils se séparent, un des territoires où ils ont été le plus actifs, c'était la AWA de Vern Gagne. Puis pour vous donner un exemple du genre de débile qui étaient ces deux gars-là, là, ça leur arrivait souvent de se faire mettre dehors des chambres d'hôtel parce qu'il y avait un cheval avec eux autres ou un âne. OK? Vous voyez le genre de débile. Là. Dusty Rhodes, là, avant que vous le connaissiez, là, American Dream, puis en Floride, puis tout ça, là, puis sa fameuse feud avec Paxson Nam, puis c'est là qu'il est comme devenu majeur. Là. C'est un malade. Là. C'était des vrais rednecks finis, frettes. Là. Fait que Dick Murdoch, c'était ce genre-là. Là. C'est une légende de la lutte, là, Dick Murdoch, vraiment. Là. En 1970, Cormier a été principalement actif là, dans les maritimes avec son frère Jean-Louis, parce que lui, Jean-Louis, était propriétaire de l'International Wrestling. C'est un peu pour ça que Cormier a d'ailleurs changé son nom. Il ne voulait pas utiliser la reconnaissance acquise par ses frères. Puis, il a pris le nom de Leo Burke parce qu'un de ses bons amis, c'était le boxeur Jackie Burke. Ouais, puis ça devait scorer plus aux States aussi. Là. Ben oui,
Toujours dans les années 70, Burke, c'était un régulier à Amarillo, au Texas, là, pour la NWA. Il faisait équipe avec son frère Yvon sous le nom des Beasts. En 74, il a battu Don Fargo puis Hawk James pour remporter le championnat par équipe des États-Unis de l'Ouest de la NWA, mais ils ont perdu ça contre Rocky Romeo et un certain Dory Funk Jr. Ouais, puis l'autre affaire que vous devez savoir, là, Steve vient de mentionner un monsieur qui s'appelle Don Fargo. Don Fargo, c'est pas compliqué, c'est le mentor de Jerry the King Lawler. Là. C'était le Hulk Hogan de Memphis. Il a bourlingué, là, puis il a été dans NWA un peu partout, dans plusieurs territoires, mais c'est un débile. Là. Un autre débile. Là. En 77, Burke a déménagé à Calgary, en Alberta, afin de travailler pour la Stampede Wrestling de Stewart, puis il a fait équipe avec Keith, puis ils ont remporté le championnat international par équipe de la Stampede Wrestling en battant les Cuban Assassins. Puis ce Cuban Assassin, là, je vais en reparler dans pas long. Retenez ce nom-là parce que c'est quelque chose. Ouais, puis ils ont fait la pluie puis le beau temps à Stampede, mais ailleurs aussi. Là. Ailleurs aussi. En 78, Leo Burke s'est concentré sur la lutte en simple puis a remporté le championnat nord-américain des poids lourds de la Stampede Wrestling à plusieurs reprises. Il a battu Don Gagné, anciennement connu sous le nom de Frenchy Martin, pour le titre, puis il a défendu ça aussi contre Michel Martel, qui, je pense, Michel Martel, c'est le frère de Rick Martel, c'est celui qui est décédé. Ouais, c'est Mad Dog Michel Martel. Ben, où il y a eu puis la filière Puerto Rico aussi, là. Michel Vigneault, de son vrai nom, là. Puis c'est un grand chum et partner de French Martin aussi, là. Ouais. À son retour à Calgary en 80, Burke a de nouveau fait équipe avec Keith Hart puis ont remporté encore une fois un championnat par équipe. Mais il a également commencé une feud que ça a l'air qu'à Calgary, tu vas là, puis les plus vieux, les amateurs de lutte, se souviennent encore de la feud Leo Burke contre Bret Hart. D'ailleurs, pendant cette monture-là, Leo Burke a réussi à mettre la main sur le championnat nord-américain des poids lourds, mais il l'a perdu après ça contre Bret, là. Par la suite, Burke retourne brièvement sur le côté atlantique du Canada pour l'Atlantic Grand Prix Wrestling, où encore une fois, il est couronné champion. Partout où il allait, Leo Burke, c'est pas dur, il était champion. Ça va se mettre over. Il savait se mettre over. Burke, comme l'ensemble des lutteurs à l'époque, là, il restait pas super longtemps dans un territoire. Fait qu'après sa run à la AGPW, il est retourné encore une fois à Stampede. Il y avait un tournoi, il a été inclus dans le tournoi, puis il a regagné le championnat poids lourd là-bas. Début 80, c'est pas dur, Burke partageait son temps là, entre l'Ouest puis l'Est canadien. Quand il était pas à Calgary, il était à Toronto pour la Maple Leaf Wrestling. Ça, je pense que c'était les frères Tony, mais je suis pas sûr. Oui, je te le confirme. Puis en fait, le Jack Tony, qui a été président de la WWE, c'est pas un des deux frères Tony, c'était le neveu. Puis qui a un peu hérité genre le neveu ou en tout cas quelque chose, mais c'était pas un des deux frères, parce que ça remontait à bien avant ça. Puis d'ailleurs, à un moment donné, il faudrait qu'on en parle de ça, parce qu'il y a eu pardon, il y a eu une grosse polémique, ben pas une polémique, mais pardon, fut un temps où, parce que le Maple Leaf Garden, c'était un peu l'espèce de Madison Square Garden du Canada pour la lutte. T'sais, si tu voulais faire un gros gala de lutte au Canada, tu t'en allais au Maple Leaf Garden. Et pendant un certain temps, Jim Crockett Jr., pas le père, mais le plus jeune, en avait fait un territoire de la NWA. Et c'est, en fait, quand les Tonys ont décidé de vendre à Vince, que le bulldozer est passé, ben ça a mis un terme à cette alliance-là. Et dans la négociation du truc, ben là, Jack Tony, qui était le commissaire fake de la WWE, vous vous en souvenez, là, la fameuse conférence de presse Psycho Sid, Hulk Hogan, c'était-tu Taker, en tout cas, pour déterminer contre qui était pour ça, pour André, tout ça. Ça avait créé un peu de remous, là, justement, dans le monde de la lutte, là, mais voilà, fait que oui, Maple Leaf Wrestling. Qui est devenu par la suite une propriété de la WWE. Pareil comme Stampede, pareil comme tout le monde. Toujours dans les années 80, Leo Burke, en plus d'être à Calgary et à Toronto, il était aussi à Montréal. Il a été impliqué dans des feuds avec Dino Bravo, avec les plus grands lutteurs du Québec.
En 87, puis ça avait surpris pas mal de monde, il devient commentateur de l'émission de TV de la NWA en français, parce que Leo Burke parle français. Mm-hmm. Mais il restait encore trop de lutte dans le corps pour se concentrer à un poste de commentateur, donc il a effectué un retour à la AGPW. En 89, Burke décide de participer au World Wrestling Council de Porto Rico, puis il devient le premier champion de la promotion en rivant les épaules à nul autre que Carlos Colon. Le père, là, le patriarche. Ouais. Le 24 mars 90, la World Wrestling Council organise un match retour entre Burke et Colon. La place est pleine. Tous les fans présents veulent voir Colon prendre sa revanche. Il y a même des gens qui avertissent Leo Burke de faire attention, de ne pas aller trop proche du monde parce qu'il va se faire poignarder. Ça, excuse, oubliez pas que ça, là, c'est pas très longtemps après l'assassinat de Bruiser Brody, là. N'oubliez pas ça. Ouais. Parce qu'après l'assassinat de Bruiser Brody, il y a plein de monde qui ont refusé de retourner. Tony Atlas a refusé, Dutch Mantel a refusé. Il y a plein de monde qui ont refusé de retourner à travailler à Puerto Rico. Des gars qui faisaient de la grosse salade. Là, parce que le territoire de Puerto Rico, Brett est allé, plein de monde sont allés. Ric Flair est allé contre Colon, justement. Puis la raison pour laquelle il y a bien des gars qui ont eu de longs séjours, ben regarde, la paye était bonne, il fait beau, puis il travaillait 3 jours semaine. C'était vendredi, samedi, dimanche. Fait que de lundi à jeudi, chill. Fait que c'est pour ça que Puerto Rico était... C'est pourquoi on en parle très régulièrement. Puis l'autre affaire, remarque, rappelle-toi, à peu près tous les workers qu'on a eus en entrevue, ils vont tous te raconter des histoires de Puerto Rico. Parce que tu voulais y aller. Tu faisais de l'argent, tu travaillais moins, c'était toujours plein. Puis les filles, puis la plage, puis tout le kit. Mais tout ça a changé après l'assassinat de Brody, évidemment. Mais lui, ce qu'il a fait, Leo Burke, c'est qu'il est allé voir Colon pour lui dire, écoute, là, tout le monde veut m'arracher la tête ici. On profite-tu de ça? Puis il faut du guts en maudit là, pour aller affronter Carlos Colon à Porto Rico. Donc, il y a le combat revanche, puis contre toute attente, Leo Burke il a gagné de nouveau. Puis que ça, 4 jours après, il a également remporté le championnat des Caraïbes de la WWC en équipe avec Chicky Star. Leo Burke s'est retiré du ring en 1992, puis il a reçu un appel d'un de ses anciens rivals, puis un ami dans la vraie vie, un dénommé Bret Hart, qui s'est arrangé pour que Leo Burke obtienne un poste en tant qu'entraîneur à la WWF. Lorsque le contrat de Burke a pris fin, il a commencé à entraîner également des lutteurs de la WCW. Bien que Léomir Cormier soit à la retraite, il a fait quelques apparitions de lutte. En 2010, il a arbitré un match lors de la dernière carte de lutte à être présentée au Berwick Arena en Nouvelle-Écosse. Sans surprise, comme je disais tantôt, il a été intronisé au Stampede Wrestling Hall of Fame. Un des honneurs qui est impossible de passer sous silence, c'est que Bret Hart décrit Leo Burke comme l'un des plus grands lutteurs canadiens de tous les temps. Ça dit tout. Oui, sa dernière apparition publique dans le cadre d'un gala de lutte à date du 29 avril 2017, alors que Leo Burke est apparu aux côtés du Cuban Assassin en tant qu'invité lors du 10e anniversaire de l'Ultimate Championship Wrestling au Forum d'Halifax. La seule chose qui manque à Leo Burke, c'est le Hall of Fame de la WWE. Ouais. Mais là, tu sais, il n'a pas conduit à la limousine à Vince, ça fait que, tu sais, il n'est pas dans le Hall of Fame. Très intéressant, mon cher Steve. Et écoute, tu me fais également, et t'as boire là, t'es bronzé en salle, tu me fais réaliser aussi qu'on n'a pas parlé beaucoup nécessairement de Puerto Rico et du fait... Parce que, tu sais, il y a peu de gens qui savent ça, mais le territoire de Puerto Rico, Carlos Colon, qui est le patriarche de ce territoire-là depuis qu'il l'a presque toujours été, mais il y a peu de gens qui savent que Gorilla Monsoon était actionnaire de ce territoire-là et également, à une certaine époque, Abdullah the Butcher. Donc, définitivement qu'éventuellement, il faudrait que je fasse une chronique là-dessus. Je pense que ça pourrait être pas mal intéressant. Steve, un gros merci. Toujours aussi intéressant tes chroniques. Nous autres, on va faire, pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas encore l'Art du guerrier, on va faire une petite pause dans laquelle on vous présente ce que vous manquez
ne s'intonisant pas. D'ailleurs, c'est tout de suite après, c'est la soirée mercredi de combat. C'est les mercredis, ça commence à 19h, évidemment, avec nous autres. Puis l'heure du guerrier à 21h. Fait que courte pause. Puis je vais t'entretenir d'un sujet dont on n'a pas eu la chance de discuter encore, mon cher Steve, et qui, je pense, devrait susciter les passions. On revient tout de suite après ceci. La table est mise, chers amis. C'est quoi ça, l'Art du guerrier? Ça va être un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel il sera question, bien sûr, des sports de combat, qu'il s'agisse d'MMA, qu'il s'agisse de boxe, qu'il s'agisse de du moment qu'on parle ici de sport de combat. Dana, c'est ça que j'aime. Tu te fais aller à la gueule, parfait, moi, te bouquer. Vas-y. Ben oui. Ça, j'adore. C'est le même que ça devrait marcher. Oui, absolument. Voilà. Absolument. On va parler de l'éléphant qui est dans la pièce, le dernier combat. Ouais. Le KO en 16 secondes. Comment est-ce que tu vas, Marc-André, par rapport à ça? Je vais bien. Écoute, ça a été une grosse pilule à avaler. Tu sais, c'était la première fois que ça m'arrivait en 19 combats professionnels. Quand t'embarques là-dedans, tu sais, j'ai été déjà à la guerre. J'ai déjà pris des coups qui étaient bien plus solides que ça. Puis c'est une question de timing. Il m'a touché à la bonne place. Barbu, tu peux pas dire ça. Le gars, c'est un All-American, 2 fois NCAA à l'heure. C'est pas pareil, là. CM Punk, il a rien fait, là. Il buvait de la liqueur, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire que CM Punk, c'est comparable, là. Il mangeait des Mr. Freeze. Il buvait des sacs en jus devant le Perrette chez eux. Tu sais, Brock Lesnar, lui, il s'entraînait 12 heures par jour. C'est pas pareil, là. On peut dire ce qu'on veut de Jean-Pascal. Moi, là, j'en regarde plus tant que ça de la boxe, là. Mais Jean-Pascal revient, c'est sûr que je vais checker. Puis Jean-Pascal, c'est un vrai guerrier. Oui, il a une grande gueule, mais il a toujours backé ce qu'il disait. Oui, c'est vrai qu'il est souvent dans des drôles d'histoires. On tamise comme chez Pacini, là. Une fois qu'on est rendu là, ben Jean-Pascal, il livre la marchandise. Puis moi, ça demeure un de mes préférés de tous les temps au Québec. Comme boxeur québécois, là, c'est un de mes préférés. Mais ce qui était bien important à signaler là-dessus, là, Fury, lui, pendant l'annonce de ça, il a dit que c'était son dernier combat. Tu sais, oui, je vais être là pour Bivol puis Canelo Alvarez, là. Mais moi, je pense qu'il faut donner une certaine vitrine à nos boxeurs québécois. Christian Billy a une fiche de 20 victoires, aucune défaite, aucune nulle, 18 victoires par KO. Et Noam a réussi à se qualifier pour les championnats de France. Vu qu'il est français, il peut participer. Il s'est désinscrit de Boxe Québec, puis il s'est inscrit pour le championnat de France. Il part dans quelques jours. Ça te prend-tu du guts, puis c'est-tu une expérience incroyable pour un jeune... Martin, t'es-tu un fanatique de friandises dans la vie? Non, j'ai vraiment pas la dent sucrée, honnêtement. Ben, en tout cas, les fanatiques de friandises vont pouvoir se délecter des Mike Bite. C'est le Mike Tyson qui vient de sortir des friandises en forme d'oreille. Wow! Ben voyons donc! Voyage! Arrête! Un instant, là, vous venez d'assister à l'un des plus épiques barbuismes de l'histoire de l'humanité. Il vient d'appeler le propriétaire de Bellator Joe Cocker. Je suis désolé. Ça peut pas passer sous silence. Le sort en a voulu, mesdames et messieurs, que je me retrouve avec les deux Jean Perron des sports de combat de l'histoire de l'humanité. C'est hallucinant. Conor McGregor puis Joe Cocker, le propriétaire de Bellator. C'est majestueux. C'est magique. Il s'appelle Scott Coker. Et Joe Cocker, c'est celui qui chantait You Are So Beautiful et You Can Keep Your Hat On. So this goes to all my freaks out there.
Steve, je vais te dire de quoi qu'on va parler, là, parce que c'est sorti, ça a fait la ronde des dirt sheets, des sites web de lutte partout. Et là, je te pose la question. Je pense que si j'en parle, tu vas connaître un peu ma position par rapport à ça. Mais Bret Hart est sorti publiquement pour dire que lui, il considère que Barry Horowitz devrait être intronisé au Hall of Fame. Et avant qu'on en parle, je veux te parler, parce que en me parlant de Leo Burke, tu m'as fait penser à d'autres mondes. Parce que Leo Burke a eu une superbe carrière de worker, mais il a eu une grande carrière d'entraîneur aussi, parce qu'il a aidé un paquet de monde. Puis là, ben, ça me fait réfléchir à des gars qu'on a connus parce que c'était des faire-valoir. Si je réutilise le terme jobber, sachez que c'est avec le plus grand respect et que c'est pas du tout péjoratif. Alors, en anglais, il dirait des enhancement talents. En français, on dit des jobbers ou des faire-valoir. Bon, fait que si je redis jobber, c'est pas méchant. Mais, et là, ça m'amène à poser la question. Il existe des jobbers notoires. Barry Horowitz est probablement l'un des plus connus, mais je t'en nomme deux autres aussi, dont un qui va peut-être être un peu moins... Ben, même peut-être les deux. Il y a George South aussi, qui était dans la NWA, dont Ric Flair a dit que ce gars-là aurait pu... C'est un aussi bon worker que lui, c'est juste qu'il n'aimait pas voyager. Et il y en a un autre qui était à la WWF, entre autres dans les fins des années 70, début 80, qui s'appelait Johnny Rodz. Il a, entre autres, fait d'armes, entraîné les Dudleys. Il y a plusieurs workers qui l'ont entraîné comme ça. Alors, moi, on va parler de Barry Horowitz, parce que moi, je l'adorais, même à l'époque que je regardais la lutte, puis j'étais jeune, là. Mais est-ce qu'il y a une place... Puis là, on parle pas de Vince, là. On ne discutera pas de est-ce que Vince va vouloir. On le sait que non, il serait déjà là. Mais est-ce que des Johnny Rodz, des George South, des Barry Horowitz et insérer votre jobber préféré ont leur place au Hall of Fame de la WWE ou ailleurs? Parce que faut que tu saches qu'il y en a là-dedans qui sont au Cauliflower Alley Club. Puis la différence, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Cauliflower, c'est chou-fleur, les oreilles en chou-fleur, là. La différence entre le Cauliflower Alley Club et le WWE Hall of Fame, c'est que dans le Cauliflower, ce sont les workers qui votent pour les gens, pour les athlètes qui sont intronisés. Alors que au Hall of Fame de la WWF, EF, whatever, c'est totalement arbitraire, là. Et à preuve, ben, c'est vrai que le chauffeur de limousine de Vince Senior en fait partie, là. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? Écoute, la lutte, contrairement à, je pense, tous les autres sports, là, tu sais, pour être au Hall of Fame du hockey ou au Hall of Fame du baseball, il faut que tu aies performé de façon incroyable. Parce que il y a très peu d'élus pour le nombre d'appelés, là. À la lutte, tu sais, là, si tu veux un Bret Hart, ça te prend des Barry Horowitz, ça te prend des Steve Lombardi, ça te prend des Aaron Mark Sharp qui vont les mettre over, ces gars-là. Mais, tu sais, je vais y aller bien simple, là. Mettons, on va prendre un Billy Jack Haynes ou un Mabel, n'importe qui que ce soit. Ces gars-là, est-ce qu'ils seraient aussi au Hall of Fame? Non, mais des Horowitz, des Lombardi, des Sharp ou quoi que ce soit, si tu leur fais une place, il faut que tu me vendes ça en fonction que ils ont tellement été là longtemps, puis ils ont tellement... Tu sais, ces gars-là, là, souvent, c'était eux autres qui arrivaient. Puis c'était des gars de confiance, là. Horowitz, là, quand il donnait un nouveau, là, c'est clair qu'après, là, il rentrait en meeting, puis hey, lui, il est comment, là? Tu sais, à une certaine époque, mais ça... Je vais même te dire, pire que ça, t'as raison, mais dans le cas de Johnny Rodz, c'était pas juste le measuring stick, c'était pas juste le gars qui disait en revenant dans le log. Mettons, OK, garde, là, je te donne un exemple, OK? Il faut venir Dino, mettons, de Montréal. T'sais, tout le monde le sait que Dino est over à Montréal. Tout le monde le sait que c'est un bon worker. Mais la première fois qu'ils vont le booker aux States, là, je dis pas que c'est arrivé, mais je te raconte ça un peu folkloriquement, là, comme dirait le barbu. Mais le premier worker, probablement, qui aurait fait travailler avec Dino, ça aurait été Johnny Rodz. Puis Johnny Rodz, en revenant dans le locker, il aurait dit « He can go ». Ce gars-là, c'est un bon worker. Plus tard, tu sais devenu qui? Oui, je le sais. C'était X-Pac. Oui, exactement. C'est Sean Waltman. George South à WCW, c'était la même affaire.
D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient c'est qui George South, si vous avez écouté dans les premières saisons de NWA Power, quand ils ont fait leur espèce de lutte académie à eux autres, là, George South, il était revenu, là, à un âge plus que respectable, là. OK? Fait que je suis pas en train de dire moi, ma position là-dessus, parce que je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, si tu mets Barry Horowitz, tu mets-tu Mabel, tu mets-tu Hercules Hernandez, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu as un bon point. Mais moi, je vais te dire ce que je répondrais à ça. Pour moi, un bon jobber, c'est plus aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus, là, ou presque plus, là. Mais pour moi, un bon jobber, à l'époque où il y en avait, c'était plus important qu'un mid-carder. Ben oui. Parce que c'est comme ça que tu buildais ton personnage. Tu sais, quand il arrivait un Ludwig Borga ou un Doink dans le temps, tu sais, même si c'était pas quelqu'un qui venait d'un autre territoire, si tu le bookais avec un mauvais jobber, ben, tu sais, la job de Barry Horowitz, toute sa carrière, ça a été de bien faire paraître les autres. Fait que les mid-carders, là, ben, c'est probablement qu'ils sont demeurés mid-carders parce que même avec des bons jobbers, ils devenaient pas over. Tu comprends-tu? Fait que le jobber, il était plus important que lui dans la grande forêt de la réalité de la lutte. T'sais. Fait que c'est pour ça. Mais je suis pas en train de dire qu'on les met toutes. Tu sais, je mettrais pas Barry O, puis je mettrais pas. Mais Steve Lombardi, de toute façon, il est peut-être déjà dedans. Là, il est tellement bodé que Vince, puis c'était le grand. Non, il est pas. J'ai regardé. Okay, bon. Fait que tu sais, le premier qui serait dedans, selon moi, ce serait Steve Lombardi, parce qu'en plus, tout son travail de producer puis d'agent puis tout. Mais c'est sûr que Barry Horowitz, il a sa place là. C'est sûr que Johnny Rodz, il l'est peut-être dans le Hall of Fame. Fait que, tu sais, est-ce que... Puis, tu sais, tu vois, Barbu dit le Hall of Fame, c'est une farce. Oui, c'est correct, on le sait que c'est une farce. Moi, j'ai envie de dire que c'était une farce. C'est moins une farce à Star. Je te dis pas que c'est parfait, pis c'est Vince qui décide, puis tout, mais c'est plus sérieux que ça l'a déjà été. Là. Ça, on va se le dire, là, c'est plus sérieux que ça l'a déjà été. T'sais, mais en tout cas, moi, te dire pire que ça, Steve. Moi, là, que Brett il est sorti avec ça, là, ça me fait encore plus l'aimer. Ben, écoute, s'il y a bien un gars qui est bien placé pour savoir si un gars mérite d'être là, c'est bien Bret Hart, là. Tu sais, moi, là, souvent, quand le monde me parle des vestiaires de lutte pis c'est comment, moi, je dis souvent la même affaire. Faut que tu sois là pour savoir comment c'est. Même si je te le compte, je pourrais te compter quelque chose que pour nous autres, ça a été wow dans le vestiaire, mais je te le compte, tu vas juste faire « Ah, OK. » Tu sais, faut que tu aies vécu ça au minimum une fois pour le comprendre. Puis un gars comme Barry Horowitz, Steve Lombardi aussi, puis moi, je vois avec mon jobber que j'aimais tellement, Aaron Mark Sharp, ces gars-là, si tu prends leur temps, leur longévité à la WWE, ah ben là, c'est sûr. Ils ont été là bien plus longtemps que bien du monde, OK? Puis pas juste ça, Steve. Il y a juste eux autres qui bumpaient. Ben oui. Tu sais, on devrait pas les appeler des jobbers, on devrait les appeler des bumpers. Tu sais, moi, j'avais vu, à un moment donné, une entrevue que Barry Horowitz avait donnée, puis... lui, quand il a gagné, là, c'était contre $1 Million Man ou quelque chose comme ça. Oui, il me semble que oui. Il n'avait jamais gagné rien. Oui, il a été hésitant à gagner parce que lui, il tripait pas, là, dire hey, là, tu veux vraiment me faire gagner? C'est un terrain inconnu. Pour lui, il savait même pas si le monde allait embarquer là-dedans, puis le monde a embarqué, là. Puis Barry Horowitz, là, ça a été sûrement le gars qu'une semaine, il était clean, une semaine, il était bad, une semaine, il était clean, une semaine, il était bad. Ouais. Écoute, ça n'était drôle. Puis écoute, quand je le voyais rentrer, qu'il s'applaudissait dans le cou, là, non, Barry Horowitz, je pense que oui, il a sa place, mais il y a plusieurs gars qui devraient être au Hall of Fame aussi, qui n'y sont pas. Oui, ça, c'est correct. Là, faut pas tomber faut pas faire cette erreur-là, Steve. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire, est-ce que Owen devrait... Est-ce que Barry Horowitz devrait être plus dans le Hall of Fame qu'Owen? Non, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Pas en tout. C'est deux sujets, là. Là, on parle... Tu sais, à la limite, là, si tu veux pas, justement... Puis je viens de partager un article aussi dans le chat de Twitch, un article de la presse de voyons, j'ai oublié son nom de famille, maudit. Je vais aller le pogner, je vais le citer comme il faut. Guillaume Lefrançois, super bon papier, qui parle spécifiquement de Barry Horowitz. Vous verrez ça après le show, c'est hyper intéressant. Au pire,
fais une wing dans le Hall of Fame. Les Enhancement Talents ou les Unsung Heroes ou quelque chose de même. Mais il faut que tu mettes ces gars-là en valeur. Je te parle pas de n'importe quel jobber qui a eu 12 combats juste quand il était à l'école de lutte puis qui n'a jamais été worker après. Rappelez-vous, voyons, je vais le nommer, Shane Douglas, rappelez-vous Mick Foley. Il se faisait entraîner par Dominique DeNucci, puis Dominique DeNucci, quand il allait faire des galas, mettons, ou des TV tapings pour Wrestling Superstars, genre dans le Tri-State Area, là, peu importe, là, que ce soit au Massachusetts, New York, tout ce secteur-là, ben là, il appelait Dominique DeNucci à Pittsburgh ou peu importe où c'est en Pennsylvanie. Puis là, il disait, hey, t'as-tu des gars, là, parce qu'on fait un taping telle journée. Puis là, il envoyait Mick Foley, il envoyait Shane Douglas. Il y a plein de gars qui ont commencé comme ça. Fait que les Hardys, écoute, là, c'était les meilleurs jobbers qu'il n'y avait pas. Les Hardys, là, quand ils sont arrivés à I, là, c'était les meilleurs jobbers. Tous les gars backstage, ils voulaient avoir Jeff Hardy, là. C'était le meilleur bumper de la lutte. Mais il avait son rôle, tu sais. C'est ça l'affaire, là. Fait que moi, tu sais, je pense qu'il faudrait, au pire, tu sais, faites-leur une allée. Mettez-en 1 ou 2 ans, tu sais. Je veux pas... Dans le fond, ce que je suis en train de dire, ça devrait pas stealer le thunder des grosses intronisations au Hall of Fame. Sauf que, tu sais, c'est pas... Moi, en tout cas, je considère que c'est pas super cool que... Je suis 100% d'accord avec Brett. Puis comme je le disais, ça me fait encore plus l'aimer. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu ça passer, mais c'est un gars-là dans une fête indie, puis Brett va être dans le coin de FTR. Moi là, si Brett il est assez en forme, là, maudit que j'aimerais ça qu'il fasse comme Tully Blanchard, mettons, ou Arn Anderson. Parce qu'en plus... Il va être dans le coin d'FTR, puis dans l'autre coin, l'équipe, ça va être Brian Pillman Jr. puis le fils d'Arn Anderson. Hey, c'est-tu la soirée de rêve, ça, mon gars? C'est-tu Selfie Heaven, là? Ouais, ça commence à être quelque chose, là. Ben, c'est ça, tu sais, Oli dit, mais Vince va mettre du monde qui lui ont rapporté du cash. Ils en ont rapporté du cash, c'est ça l'affaire. C'est ça le point, là. Si t'as pas de faire valoir, c'est la même affaire qu'avoir un bon heel contre un babyface. Quand tu veux introduire un nouveau personnage, un nouveau worker dans ta fédération, à cette époque-là, ça te prenait des bons jobbers. Si t'avais des jobbers de marde, ben ça fonctionnait pas. Puis là, il ramenait Barry ou ben Barry O. D'ailleurs, je te raconte une anecdote, c'est vrai, parce que j'ai vu plusieurs fois le monde parler d'Iron Mike Sharp. Iron Mike Sharp, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était... Puis il a bien le droit, là, c'est pas un reproche. Voyons. Attends, je suis pas en train de régurgiter pourtant. Mais Iron Mike Sharp avait un trouble obsessif-compulsif majeur et c'était la douche. Tu sais, ce gars-là se lavait avant le combat, après le combat, un petit peu après le combat. Il était tout le temps dans la douche. Vraiment, là, ça a l'air, c'était vraiment fatigant. Et l'autre affaire, l'autre histoire qui a peut-être moins sorti, il y en a peut-être dans vous autres qui le savez, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, puis ça, c'est sûr que ça va être une chronique lutteur old school d'éventuel, me semble, j'arrête pas de dire ça, mais Billy Jack Haynes, qui est un gars de l'Oregon, qui est un legit tough guy, là, qui a fait de la boxe, il a été collector. C'est plus que legit. Je pense qu'on pourrait l'appeler tough guy. Ouais, il a été collecteur pour des pas-fins, il a été boxeur, il a été sparring partner pour des boxeurs de renom. Il était reconnu pour avoir la mèche courte puis pour être un des plus tough backstage puis tout ça. Puis Iron Mike Sharp, il travaillait beaucoup. Tu sais, rappelez-vous son fameux forearm là, tu sais, qui donnait des coups dans le dos. Puis à un moment donné, Billy Jack Haynes, il travaillait souvent avec lui puis il a dit « T'es trop stiff. Là, il faut que t'arrêtes. Je t'avertis, là, c'est la dernière fois que je t'avertis. Là. Travaille comme du monde parce que moi, j'endurerai pas ça longtemps. » Iron Mike Sharp a mangé la volée de sa vie par Billy Jack Haynes dans le temps que Billy Jack Haynes... Ça, on était à Mania 3, là, à peu près. Là, sa grosse run, là, qui avait eu son match contre Hercules à Mania 3. Ça a l'air qu'il lui a donné la volée de sa vie. Là. Iron Mike Sharp n'a pas pu travailler pendant 2 semaines. Puis Iron Mike Sharp, c'est une 2e génération. Son père était lutteur à Hamilton. Puis c'est un vrai dur de dur, ce gars-là. Là. Ça a l'air que les gars backstage, ils ont tous dit que c'était gênant la volée qu'il a mangée là, par Billy Jack Haynes. Là. Billy Jack Haynes, c'est un vrai fou. Là. Un vrai. Là. Mais si vous n'avez pas eu la chance, ça vous appartient si vous voulez voir du Hannibal ou pas, mais il y a 2 affaires que je vous conseille d'aller voir sur Billy Jack Haynes.
La première, c'est sa shoot interview avec Hannibal. Relativement récente, là, ça date peut-être des 2 dernières années, mais il y en a 2 autres qui sont de RF vidéo, là, Rob Feinstein, qui datent de l'époque, là, de la première vague, là, si on veut, là, des vidéos RF. Allez voir les 2, il y en a un que c'est lui qui raconte tous les complots que vous avez jamais entendu parler du monde de la lutte, de près ou de loin, là. Je vous dis pas, il raconte, là. Non. Il capote bien raide, là, OK? Mais tu sais, lui, là, il pense que Daniel, le fils de Chris Benoit, c'est le fils à Vince McMahon. Écoute, à un moment donné, là, Steve, il faudrait qu'on fasse un watch-along de ça pour les Ribbers, là. Oui. C'est hallucinant. Le gars, il fait de la capine à côté, là. Fait regarde, le gars. C'était ça pour... Hey, Martin... Oui, excuse, je te reviens tout de suite. Wawa Tatawa, il dit Aldo Montoya aussi, c'est un très bon jobber. Oui, puis même, il y a eu des bonnes runs, là. Il y a eu... en tant que Aldo Justin Montoya, Credible. quand il était... C'est ça, je m'en allais dire, avec Justin Credible. Ah oui, il était champion de la ECW, là. C'était pas juste un bon jobber, ouais. Hey, je veux te parler, Martin, d'un gala de lutte qui a lieu le 7 mai à Morristown, au New Jersey. Ouais. C'est le celui premier que je te parlais tout à l'heure, là? Écoute, parce que je pense me semble que là... OK, bon, ben vas-y. Je t'écoute. Le premier combat, on parle d'un special appearance de Tito Santana. Wow. On a un combat entre Big Vito et Anzio, que le special guest referee, c'est Tommy Rich. Wow. On a pour la Demolition Cup, Fatal 4-Way, Axe et Smash vont être là. Ouais, ils travaillent plus eux autres, par exemple. Parce que Billy D, Axe, là, il a de la misère à marcher. Là. Pour le championnat Tri-State de l'ISPW, c'est le champion Sean Donovan contre le challenger Bull James, Special Ring Enforcer Greg the Hammer Valentine. Et le main event de la soirée, c'est Donnie Morrison, accompagné de Maven puis de Dave LaGreca, contre le challenger Justin Corino, accompagné de Jake the Snake Robert. Ouais, Justin Corino, je pense que c'est le gars à Steve. Steve Corino, bien, anciennement de Ring of Honor, puis voilà. Écoute, puis l'attraction spéciale, c'est un match de légende entre Butch Walker Luke puis le Brooklyn Brawler. Voilà. Hey. Ben, ça va être drôle, c'est sûr que ça va être drôle. Hey, puis là, je voulais... dernier point avant qu'on aille aux 2 tunes. Écoute, je suis surpris. Je suis agréablement surpris du retour de Samoa Joe, man. Il y a eu un méchant combat contre Michinoru Suzuki, qui écoute, là, il y a 53 ans, Suzuki, là, mais tu sais, c'est un vieux... C'est un vieux singe en cuir, le gars, là, tu sais. Hey, j'ai pas fait le compte, là. J'ai pas fait le décompte du nombre de chops, là. Tu sais, c'est parce que, OK, là, il y a beaucoup de chops. Il y a... Là, vous exagérez, les gars, c'est ben trop de chops. Puis il y a le level après. Tu sais, ça, c'est chess en jambon pis en viande hachée, là. C'est PCO, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu ça qu'ils ont fait dans leur match à EW. J'ai pas détesté. Je déteste pas Suzuki, moi. Je trouve qu'il a l'air d'un legit vieux badass shooter, là, tu sais. Puis c'est un gars de UFC, c'est un shooter de shooter, là. Mais je suis impressionné par Samoa Joe. Je suis impressionné par son retour, puis son work rate, surtout. Il a pas l'air d'avoir manqué un step. Tu sais, Samoa Joe, là, moi, je pense que ce qu'il pouvait y reprocher à AI, là, c'était sa constance. Soit qu'il te fait un match correct ou qu'il en fait un incroyable, ce gars-là. T'sais, ouais, mais l'autre affaire aussi qu'ils ont fait, que je trouve qu'ils n'ont pas aidé, c'est que quand il est arrivé à Raw et qu'il arrivait d'NXT, ils l'ont mis d'un programme quasiment tout de suite avec John Cena, Brock Lesnar. Ouais, c'est ça. C'est de la pression, là, ça. Là. Je comprends qu'il est capable d'en prendre, là, mais... Mais tu sais, il n'était pas à son premier rodéo. Là. Non, il arrivait d'Impact Wrestling où il y avait eu des bookings de malades. Mais tu sais, Joe, là, il commence à prendre de la hausse. C'est un gars qui a jamais
que le monde dise ce qu'ils veulent, je m'en fous, qui a jamais fait attention à lui in-ring. Hey, il a pris des gros bombes, ce gars-là, là. Et lui, le matin, il doit se lever des fois, là, puis il doit avoir des muscles qui font mal, qu'on sait même pas qu'ils existent, ces muscles-là. Là, si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, faites des recherches, mais la trilogie avec CM Punk aussi, c'est débile, là. C'est complètement débile, ça, là, dans le temps de Ring of Honor, là. Puis moi, je pense que Joe, il devait se faire dire « Ça, tu peux pas faire ça. Ça, tu peux pas faire ça. Hey, on lutte demain, fait que ça, fais pas ça. » Tandis que là, ils ont dit « Écoute, t'as une carte blanche, mon homme, amuse-toi. » Ouais, puis son move, son finisher, le Muscle Buster, ils veulent pas qu'il se fasse à I. Il ne trippe pas sur ce move-là parce que ça cause trop de blessures. Fait que... Ben oui. Puis là, il l'a fait un gars de 53 ans à EW. Fait que... Puis là, tu vois, là, dernière affaire, vite faite, c'est sûr que je voulais surtout parler des jobbers, mais tu vois, là, Tony Khan aussi, quand on a fait les actus un peu tantôt, tu sais, ça semble, puis c'est pas pour dire que je l'avais dit, là, mais tu sais, ça semble, tout laisse présager qu'on s'en va un peu vers ce qu'on avait présumé, c'est-à-dire des galas conjoints, Ring of Honor et EW. Tu sais, quand tu y penses, c'est le bon move, là. C'est ton NXT, puis c'est ton main roster. Ben oui, puis t'as eu Briscoe à TV. Ben non, mais ça, de toute façon, tu sais, en tout cas, tu sais, à un moment donné, là, tiens, je le cale, puis là, quand je vais vous demander mercredi prochain à toi et JC, c'était quoi j'avais dit qu'on faisait comme top 5, là, je l'ai. Ça va être le top 5 des workers ou équipes qui n'ont jamais été à WWE. Ça va être intéressant, ça. Ça va être, parce qu'il va falloir qu'on fasse des recherches parce qu'il n'y en a pas bien qui n'y ont jamais été, on va se le dire. Ouais, parce que là, ma première équipe qui m'a flashé, c'était les Road Warriors, mais je vais te comment non, ils ont été. Ah non, c'est ça. Et c'est ça, il va avoir. Il risque d'avoir. Plein de il va y avoir des gros oublis, c'est sûr, là, mais tu sais, regarde, c'est ça qui est le fun avec les top 5. Puis là, nous autres, on va vous présenter les top 2 tunes de cette semaine qui sont une sélection de Steve, de retour des tropiques. On commence ça avec Somebody's Gonna Get It, qui était, écoute celle-là, j'ai fait le saut quand tu me l'as envoyé. C'est la 17e toune de thème d'entrée de Mark Henry. C'est incroyable. Il y en a eu 17. Hogan en a eu 2. Et après ça, ça va être suivi par une toune qui me rappelle de bons souvenirs. Celle-là, elle date de 99. Et c'était le thème d'entrée de Ken Shamrock. Donc, les 2 tounes, puis nous autres, on vous revient tout de suite après pour le close. Step up, Rick. I walk through this land like a runner's man. Never can you imagine the pain that I bring. If I say it, I'ma do it in the streets of this thing. It's a K-I-N, G-N Hill, wildest man in the world, and I have no fear. I'm the mean and the mean, the nightmare dreams, the root of all evil. Weak fear me, yeah. Somebody gon' get their ass kicked. Somebody gon' get their weak split. Somebody gon' get their ass kicked. Somebody gon' get their weak split. Beat him up, break his neck, beat him up, break his neck, beat him up, break his neck, beat him up, break his neck. I'm a crazy and I'm coming through the door. Quick to whoop you up and knock your ass to the floor. Think I'm playing with you, but this fist gon' hit ya. Always in the hood, #1 with split. Never try to stop, cause you know you can't compete. Live by your rubber, get thrown in the street. It's more about the act up, you better cop a back up. I'll be the next fool in the hood, body stacked up. Somebody gon' get their ass kicked. Somebody gon' get their weed split. Somebody gon' get their ass kicked. Somebody gon' get their weed split. Beat him up, break his neck, beat him up, break his neck, beat him up, break his neck, beat him up, break his neck. See, I'm a hard hitter, one hitter, quitter. Step up to me, look
him up, beat him up, break his neck, beat him up, break his neck, break his neck. Austin 316 says I just whipped your ass. Hey, l'air de rien comme ça, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la 6e saison. Hey, ça passe vite. Oui, Steve? Martin, nos deux tunes là, que j'ai choisies, là, il y avait un lien, hein? Ben ouais. Les deux ont été entraînés par Léo Burke. Bon, ben écoute, quel beau lien. Ben là, c'est sûr que dans le cas de Ken Shamrock, il arrivait quand même avec un peu de bagage, mais puis ça d'ailleurs, tu vois, c'est Ken Shamrock, dans l'esprit de s'en aller justement vers l'Ordre du Guerrier à 21h, c'est que, tu sais, Ken Shamrock, là, tu sais, il y en a une couple, là, tu sais, tu penses à Jack Swagger à l'époque, tu penses à Ken Shamrock, tu penses à Dan Severn, tu penses à un paquet de gars de même qui sont venus du monde des arts martiaux mix. Ken Shamrock, pour moi, c'est le meilleur. Ah, c'est vrai. Oui. Écoute, là. Je d'accord. Non, c'est que j'avais Brock dans la tête, mais Brock qui était à la lutte avant. Ben, ouais, OK. Oui. Mais je te parle UFC style, là, OK? Oui. Puis le pire, tu t'en rappelles-tu du pire? Le pire, c'est Tank Abbott. Ah oui, vraiment. Ouais, mais ça, encore une fois, tu sais, c'est du gros... tu sais, pourquoi qu'il y a eu ce push-là? C'est Vince Russo, là. Ben oui. C'est pas plus dur que ça, mais... ouais, non, Tank Abbott, c'est vraiment le pire, puis...
Bon, regarde, on ne fera pas ça un gars déjà à terre. Fait que, ben voilà, chers amis, puis puisque nous sommes maintenant à la conclusion de cet épisode, ben, il est temps que vous fassiez votre coming out de lutte. Il est temps, là. On est en 2022, on est dans l'ère moderne. Vous avez le droit d'être des fans de lutte. Et une bonne façon de vivre votre fandom de lutte et de sortir du garde-robe en tant que fan de lutte, ben, c'est de vous joindre à notre communauté de Raybers en visitant la page patreon.com/Le Carré Rond. Ça coûte 7$ canadiens par mois, donc 5 US. Ça vous donne droit à la Rib Room qui est en train de devenir la place la plus cool pour voir des mimes des mimes de lutte parce que notre cher JC, c'est définitivement une machine en la matière de 1. De 2, ben, il y a évidemment les pay-per-view du Big Four. Il y a un paquet de stock également exclusif qui est disponible en rétroactivité. Donc, c'est pas parce que tu adhères demain que tu vois juste qu'est-ce qu'il y a à partir de demain. Là. Tu peux aller voir toutes nos archives et tout ça. Et à chaque semaine, j'oublie de le faire et je m'en veux à chaque fois. Je vous invite également à aller visiter notre page. Là, tu vois, c'est écrit qu'il y a 11 abonnés. Il y en a une couple de plus que ça là, parce que l'image que je mets à l'écran, elle a été faite il y a un bon bout de temps. Mais rendez-vous sur YouTube aussi et assurez-vous de chercher cette image-là parce que, comme je le disais toutes les fois, je suis un maillet, j'ai oublié mon password de l'ancienne chaîne YouTube, mais celle-là, c'est la bonne. Vous allez reconnaître le logo qui est d'actualité avec l'incarnation d'aujourd'hui. Il y a des gamiques de marde, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Et il y a évidemment, 3 jours après, le vendredi ou le samedi, vous avez le droit en rediffusion à cet épisode si vous n'avez pu être des nôtres. Évidemment, je vous rappelle aussi que c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. La semaine prochaine, on va retrouver JC pour son Scrap Mania. J'ai déjà ses photos. Il y a assurément des pièces d'anthologie qui s'en viennent là-dedans. Dans les projets pour la saison 6, il y a évidemment, je le sais qu'on le dit souvent, mais là, on a passé Mania, les vacances, tout ça. On reprend un beat un peu plus normal. Puis l'été, ben, il va sûrement y avoir quelques semaines aussi qu'on va se reposer un peu. Sauf que ça va nous donner le temps, par exemple, de faire du nouveau contenu. Moi, je veux vraiment commencer à faire des reviews de pay-per-view. Je trouve ça bien intéressant. Puis j'en revisite. Des SummerSlam? Ben, les SummerSlam, je pourrais commencer avec ça. Mais ça, les décisions quant à quelle review je vais faire et tout ça, ben ça va être réservé à nos Ribbers, évidemment. Et la dernière chose que je veux vous dire, si ce n'est déjà fait, tu te rappelles-tu, Steve, j'ai parlé de du compte Twitter du Carré Rond, qui est à Carré A commercial, Carré Old School, où vous faites une recherche Carré Rond, vous allez nous trouver. Ben écoute, on a atteint un objectif parce qu'on s'était dit qu'on voulait avoir... qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Une affaire on voulait doubler le nombre d'abonnés. Ouais, c'est ça. Ben regarde, je vais te le dire à ce moment-ci. Tu vois, nous sommes très exactement au ronflant chiffre de 9 abonnés. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien. Si ça vous tente de me donner un petit follow, voilà, le lien pour vous joindre à nous est disponible dans le chat de Twitch. Et là, ben, je vais faire comme j'aime souvent le faire. Je vais aller faire des refreshs d'ici la fin du show pour voir si on en a au moins un de plus. D'ailleurs, la première affaire que vous allez voir, c'est justement Ric Flair en train de travailler avec Jay Lethal. Oui, Steve. Puis, juste avant de conclure l'épisode, j'ai appris, c'est JC qui m'a avisé de ça. Je sais pas comment, ou s'il m'a envoyé ça par messagerie ou s'il a... Je sais présentement que Steve McMichael ne va vraiment pas bien. Ah oui, ben ça fait longtemps. Ça fait longtemps, en fait, parce que moi, j'avais entendu peut-être 1 an ou 2 passés qu'il avait été diagnostiqué, évidemment, avec la maladie de Lou Gehrig et que déjà, il en subissait, évidemment, les contre-coups malheureux. Mais justement, dans Rib Room, on a vu des images aussi. Là, préparez-vous, là, si vous voyez des photos de Mongo McMichael, c'est plus la même personne, là, mais pas du tout. Il n'y a plus... Il est très émacié, il n'y a plus de masse corporelle, c'est plus le même. Puis ça, ben tu vois, c'est un grand ami de Ric Flair. Puis ça avec, quand on parle des débiles, là, des Dick Murdoch, puis des Billy Jack Haynes, puis des gars là, qui en ont vu 2, puis 3, puis 4, puis des Terry Funk, puis tout ça, Mongo McMichael, il est direct dans cette catégorie-là. Là. C'était un part animal, c'était le gars toujours le premier debout, dernier couché, et ainsi de suite. Fait que...
Évidemment que c'est bien plate. Puis, tu sais, ça a quand même été un horseman. Ça n'a pas été le meilleur horseman ever, mais tu sais, ça en a été un bon. Fait qu'évidemment, ben, on va lui souhaiter le meilleur, mais tu sais, on parle quand même de la maladie de Lou Gehrig. C'est ça. Fait qu'on va lui souhaiter un passage en douceur, on va dire ça comme ça. Puis, ben, nous autres, c'est tout en douceur qu'on va vous laisser également. Merci d'avoir été là pour ce deuxième épisode de la saison 6. Bien heureux de vous retrouver après ce petit congé. La semaine prochaine, The Whole Gang is gonna be here. Fait qu'on va vous attendre mercredi 19h sur Twitch. Et d'ici là, ben, on va écouter le meilleur mash-up de musique de lutte pour les shows qui sont présentés sur Twitch à 19h tous les mercredis. Et c'est l'œuvre, bien sûr, de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Steve, merci beaucoup. Et je vous dis à tous, prenez soin de vous. Et l'été et le printemps s'en viennent. Ne soyez pas en reste. Et on vous retrouve la semaine prochaine.